un objectif où on ne souhaite pas sous-financer ni surfinancer les structures qui nous sollicitent, et parfois un endettement supplémentaire, parce que la plupart de ces dispositifs de financement sont des avances remboursables et que cela est une dette. Eh bien, cet endettement supplémentaire peut être de nature à mettre les structures dans des situations plus délicates qu'elles ne le sont peut-être déjà. L'accès facilité à ces financements n'absout pas non plus les structures du fait qu'elles doivent présenter des dossiers qui sont solides. Il est donc important d'établir son plan trésorerie 2020 et 2021, d'élaborer une stratégie de gestion et de sortie de crise solide, voire de présenter un projet de développement. Donc c'est aussi bien nécessaire pour avoir accès à ces différents financements que utile pour le pilotage de l'activité. Alors, quelles sont du coup les aides économiques des partenaires institutionnels sur la région Île-de-France? On va démarrer avec le conseil régional qui propose donc dans les dispositifs d'urgence et de relance le prêt résilience, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est mobilisable pour les structures qui ont une trésorerie qui est fortement ou qui a été fortement dégradée du fait de la crise sanitaire, et qui n'ont pas pu accéder en tout ou partie à d'autres outils de financement comme le PGE, donc prêt garanti par l'État. Donc c'est un prêt qui peut aller donc à taux zéro, qui peut aller de 3K à 100K euros sur 6 ans, avec la possibilité d'un différé. Le montant positionné va en fait varier selon aussi bien la capacité de remboursement de la structure, en lien avec le premier objectif dont je parlais, mais également va dépendre du nombre de TP, parfois aussi du secteur d'activité. À côté de ce prêt résilience, on a le prêt rebond. Pardon, excuse-moi, je te coupe juste un tout petit instant, Florence, à la région, pour dire que le fonds résilience, les effectifs, la limite d'effectifs vaut pour les entreprises entre guillemets classiques, mais pour l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas de limite de salariés. Hein. Voilà. Merci de cette précision. Pour le prêt rebond, donc mobilisable sur les besoins de trésorerie liés à la conjoncture, ou mobilisable pour le financement d'investissements immatériels. Là, en revanche, peut-être contrairement au fonds résilience, il est quand même nécessaire d'avoir au moins 12 mois d'activité. Dans les dispositifs classiques qui sont mobilisables hors crise Covid, qui sont pas forcément liés à ce besoin conjoncturel, vous pouvez mobiliser les subventions PME ou TPE, pardon, si vous avez besoin dans le cadre d'un besoin de développement par exemple, moderniser vos outils de production, ou bien mettre en place une démarche de transition écologique. Vous pouvez accéder à l'ensemble des informations relatives à ces dispositifs de financement sur la plateforme de la région Île-de-France. En ce qui concerne les outils mobilisables par le biais de la BPI, dans les outils d'urgence, on retrouve le prêt à tout, qui est accessible aux structures qui ont à minima 12 mois d'activité, et qui peut être mobilisé là aussi pour les besoins de trésorerie liés à la conjoncture, et donc par ricochet du fait de cette crise sanitaire. Dans les dispositifs classiques, on retrouve le prêt croissance TPE, qui, comme son nom l'indique, est fléché sur les TPE, et qui peut être mobilisé pour les projets de développement sur des dépenses comme les travaux d'aménagement, ou des besoins liés à une digitalisation de l'activité. Vous pouvez également mobiliser le prêt backup, qui est mobilisable pour les entreprises qui sont là à caractère plutôt stratégique, qui vont avoir des besoins de trésorerie qui sont liés à une croissance externe, ou pour financer des investissements corporels ou incorporels. Je vais peut-être laisser Madame Oulès expliquer le fait que ça reste quand même des dispositifs région, bien que l'opérateur ici est la BPI. Oui, alors ça effectivement c'est un détail, c'est-à-dire que tous ces dispositifs sont des fonds apportés par la région Île-de-France, qui sont distribués par différents partenaires. Par exemple, dans le cas de résilience qu'on citait tout à l'heure, c'est distribué par le réseau France Active. Dans le cas du prêt croissance TPE et du prêt backup, c'est distribué par la BPI, voilà, qui distribue ces produits. Et en revanche, l'aide TPUP et PMUP
up sont distribués directement par l'administration de la région. Donc en fait, c'est différentes portes d'entrée en fonction des gens auprès de qui vous devez vous adresser si vous voulez solliciter ces aides. Voilà, mais tout ça fait partie de l'éventail d'aides qui sont mises en place par la région. Dans les outils proposés par l'État, donc on ne présente plus le PGE, donc le prêt garanti par l'État, qui a été prolongé jusqu'en juin 2021, avec la possibilité d'un différé d'1 an. Le fonds de solidarité qui est toujours mobilisable, donc des montants entre 1,5 € et 10 € pour les structures qui subissent les effets d'une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires. Le chômage partiel qui vous permet de pouvoir sauvegarder vos emplois en ayant recours à ce dispositif que vous pouvez solliciter auprès de la Directe. Le prêt participatif de l'État, même si, de manière assez logique, le premier élan serait plutôt d'aller vers le PGE, ça reste également une ressource que vous pouvez mobiliser, donc entre 20 et 50 € avec la possibilité d'un différé, et c'est un prêt sur 7 ans. Vous pouvez solliciter les exonérations de charges patronales, donc qui est totale pour les entreprises de moins de 50 salariés, avec une suspension pour les indépendants. Et puis un dispositif de prise en charge d'une partie des loyers qui suppose que votre bailleur abandonne au moins 1 mois de loyer pour lui pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc ça peut être un levier sur lequel vous pouvez jouer dans les négociations que vous pouvez avoir avec vos bailleurs pour gérer les échéances relatives au loyer. En région, les réseaux de financement se mobilisent également. Donc c'est le cas de France Active qui a lancé là en octobre 2020 le prêt relève solidaire qui est spécifiquement à destination des structures de l'ESS. Donc il s'agit d'un prêt court terme, donc entre 12 et 18 mois de durée de remboursement. Sur un montant qui varie entre 3K et 100K €. Donc il s'agit d'un prêt à taux zéro pour les structures ESS de moins de 50 salariés. Ce prêt relève solidaire s'accompagne également d'un plan d'accompagnement stratégique pour soutenir les entreprises de l'ESS dans leur réflexion stratégique, appuyer dans la mesure du possible dans les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs partenaires, notamment financiers. Enfin voilà, de ne pas simplement être là pour positionner du financement, mais également accompagner avec un appui et du conseil les structures qui solliciteraient ce prêt. De manière assez classique, on continue à proposer nos outils de financement que sont les avances remboursables ou les prêts pour des montants qui peuvent aller jusqu'à 200K €, des garanties bancaires où nous nous portons garant pour les structures auprès des partenaires bancaires pour faciliter leur accès, avec des durées qui vont jusqu'à 5 ans et des taux d'intérêt qui varient entre 0 et 2. D'autres réseaux comme Initiative Seine-Yvelines, puisque nous sommes sur le bassin Seine-Aval, se mobilisent également avec leurs outils de prêt d'honneur, qui pour la plupart donc sont des prêts à la personne en complément d'un prêt bancaire, mais avec des montants qui peuvent permettre de gérer des tensions de trésorerie. Donc pour le prêt d'honneur classique entre 4,5K € et 25K. Pour le prêt d'honneur croissance jusqu'à 75 000 €. Idem pour le prêt d'honneur fluvial, mais qui est spécifique aux structures qui sont spécialisées dans le transport fluvial. Le prêt santé initiative également, donc jusqu'à 50 000 à taux zéro. Ou enfin le prêt initiative remarquable pour les structures de l'entrepreneuriat social. Tous ces prêts sont cumulables avec les autres dispositifs, que ce soit France Active, région. Il n'y a pas d'exclusion des dispositifs les uns par rapport aux autres. Vous avez également le réseau Entreprendre Yvelines avec là aussi un prêt d'honneur, mais d'un montant qui peut être plus conséquent, donc entre 10K € et 300.
avec le principal avantage, ou en tout cas valeur ajoutée, de pouvoir bénéficier d'un réseau de chefs d'entreprise qui vous accompagneront. Donc c'est toujours utile, surtout quand on est responsable de structure, et Dieu seul sait c'est un poste où on est amené à être parfois seul face aux problématiques que l'on rencontre. Donc pouvoir bénéficier d'un réseau de conseils de la part de d'autres acteurs peut être utile. Nous souhaitions également vous donner quelques ressources, puisque les outils qui ont été présentés là sont non exhaustifs et plutôt généralistes. Donc n'hésitez pas à consulter la plateforme de la région Île-de-France pour avoir la liste des aides dont vous pouvez bénéficier. Sur la CU GPSCO, vous avez un guide facilitateur. BPI France également a sorti un panorama des mesures, idem pour l'URSSAF, pour la directe également. Vous avez aussi des plans de sauvegarde, de soutien sectoriel, notamment relativement à la culture. Il y en a un qui a été établi cette semaine, donc avec éventuellement des appels d'offres, des mesures de soutien spécifiques au secteur d'activité. Vous pouvez solliciter le dispositif local d'accompagnement, donc DLA, si vous êtes une association ou une structure d'utilité sociale, pour bénéficier d'un accompagnement, là encore, sur la réflexion stratégique, sur comment est-ce que on peut avoir une stratégie de gestion ou de sortie de crise. N'hésitez pas à solliciter également la préfecture, tout comme les chambres consulaires. C'est autant d'acteurs qui peuvent soit vous renvoyer vers des personnes ressources pertinentes, soit éventuellement ont et proposent des appels à projets, ou ont des mesures de soutien sous forme de financement. Je vais essayer d'être la plus synthétique et rapide pour laisser un temps suffisant à l'échange de questions-réponses, parce que ça peut être ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Donc je me tiens avec Madame Oulès à vos dispositions si vous avez des questions. Ou pas. Oui, alors je reprends. Alors si vous avez des questions, si vous avez des interventions, vous pouvez lever la main sur le côté. Donc c'est à côté de votre nom normalement. Et alors si personne n'a de questions ou d'intervention pour le moment, vous pouvez peut-être Éléonore continuer si vous avez d'autres, ou Florence si vous avez d'autres choses. Alors, moi, je veux bien dire un petit mot en fait par rapport à tout ce qu'a présenté Éléonore, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour cette présentation exhaustive et très claire. Donc, un petit mot sur vraiment pour attirer votre attention sur le fonds résilience. Je sais pas si c'est possible qu'on se remette sur la diapositive 6. Hop, voilà, super, un grand merci. Voilà, juste pour attirer votre attention sur le fait que, en fait, en période de crise Covid, là, ce qu'on est en train de vivre et de traverser, au niveau de la région, enfin, on a vraiment conscience que vous avez des trésoreries qui sont éprouvées, que c'est complexe, que parfois vous avez des difficultés, c'est-à-dire vos interlocuteurs bancaires qui mettent beaucoup de temps à répondre pour certains pour vos demandes de PGE, ou des demandes de PGE qui sont accordées mais pas jusqu'au montant total que vous aviez demandé, ou parfois vous avez fait une demande de PGE en début du premier confinement et il y a l'enjeu maintenant de besoin d'un renfort de trésorerie, etc. Ce produit-là, le fonds résilience, c'est vraiment le produit, on va dire, anti-crise et anti-faillite qu'on a mis en place spécifiquement pour vous aider à faire face à cette période
de crise et de confinement et à passer l'année 2020 sans qu'il y ait aucune faillite dans le secteur de l'ESS. Donc vraiment, j'attire votre attention sur ce fonds. Donc des avances remboursables de 3 000 à 100 000 euros. C'est extrêmement souple. Alors effectivement, comme Éléonore l'a dit, le but c'est certainement pas de distribuer de l'argent sans qu'il y ait la moindre capacité de remboursement, mais c'est vraiment le produit anti-crise. C'est le produit qui a les critères d'attribution les plus souples en ce moment, qui est également très adapté à l'ESS, c'est-à-dire qu'il y a certaines structures juridiques de l'ESS qui vont avoir parfois des difficultés à accéder à des produits de financement classiques et ou à ceux de la BPI parce que absence de fonds propres, parce que statut associatif. Ce fonds résilience, il est vraiment pensé pour tous les statuts de l'ESS. Il est mis en place avec beaucoup de souplesse et avec beaucoup de réactivité, également dans la façon dont France Active traite vos demandes. Voilà, vous avez une réponse de principe très rapide et en cas d'accord, les fonds sont décaissés sous 8 jours, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est nous le fonds résilience, enfin c'est ce qu'on appelle le bouclier anti-crise et anti-faillite. Voilà, donc vraiment, il reste des fonds disponibles sur ce fonds résilience. Donc, faites passer vos demandes au réseau France Active. Les demandes pour ce fonds, elles se font via le site, une plateforme de dépôt des candidatures qui est Île-de-France/fonds résilience. Vous allez trouver tout ça sur Internet ou si vous tapez dans Google fonds résilience Île-de-France, vous tombez sur tout ça. Donc vraiment, voilà, c'est un fonds qui est fait pour l'ESS, qui est fait pour la période de crise. Il y a des fonds disponibles, donc voilà, le message c'est vraiment c'est fait pour vous. Allez-y sur ce dispositif en ce moment si vous avez encore des difficultés de trésorerie en ce moment. Et peut-être pour compléter, parce que vu la période qui s'ouvre, il y a malheureusement fort à parier qu'on va devoir vivre avec un niveau d'activité qui ne sera pas optimal. Donc effectivement, c'est le bon moment de se poser et de réfléchir à minima avec une vue à 6 mois, puisque la plupart des structures vont peut-être devoir mener leurs activités en mode dégradé, et donc ça c'est de nature à créer des tensions de trésorerie par ailleurs. Donc voilà, c'est effectivement le moment de se poser, de pouvoir évaluer quels peuvent être les besoins pour mener ces activités avec ce mode dégradé, les difficultés qui peut-être s'annoncent, parce que à date il y a quand même un certain nombre d'amortisseurs qui ont permis de ne pas se retrouver avec une situation économique encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Maintenant il est quand même nécessaire de se projeter peut-être au-delà de la fin de l'année et de regarder sur 2021. Au moins le premier semestre, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir tenir? On peut avoir un petit matelas de trésorerie maintenant, mais est-ce que ça va être toujours le cas dans 2 mois, dans 3, dans 6? Et donc le fait de pouvoir aujourd'hui bénéficier d'un accès encore une fois privilégié et facilité à ce type de financement peut vous aider à passer des turbulences qui ne sont peut-être pas évidentes là tout de suite, mais qui pourront peut-être arriver dans quelques semaines ou quelques mois. Très bien. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. C'est très clair, en tout cas, toutes les aides qui peuvent être disponibles dans cette période assez exceptionnelle. Alors, voilà, il nous reste 10 minutes. Mais je me trompe peut-être. Il y a une main qui s'est... Ah oui, très bien. Hop, donc Monsieur Morin. Ok, la parole est à vous, alors B. Morin. Oui, bonjour, Brigitte Morin, Ecoder. J'ai une question complémentaire concernant le fonds résilience. Est-ce qu'il peut être activé dans le cas d'une activité qui n'est pas en baisse, mais qui, au contraire, est en développement lié à la crise sanitaire? Nous sommes dans le reconditionnement informatique pour en fait financer l'achat de stock pour répondre à une demande croissante liée effectivement à un besoin d'équipement en ordinateur, notamment premier prix,
pour des personnes qui sont éloignées du numérique et qui n'ont pas d'équipement. Mais nous, on est dans l'ESS et effectivement, il y aurait un besoin en gros, d'amorcer la pompe, si je puis dire, enfin de financer l'achat de stock pour répondre à une demande croissante qui est ponctuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être activé? Est-ce que ce dispositif peut être activé dans ce cadre-là ou pas? Alors, naturellement, mais peut-être que Madame Oulès me contredira, moi j'aurais plutôt eu tendance à vous orienter vers le prêt rebond qui me semble D'accord. parce que la philosophie du prêt résilient, c'est vraiment d'aller sur des besoins des structures qui ont une trésorerie qui a été fortement dégradée. Là, vous êtes dans une optique plutôt de développement, ce qui est une excellente chose. Hein. Enfin, c'est tant mieux si vous avez pivoté pour rendre utile en plus cette crise. Mais voilà, naturellement, mon premier élan serait peut-être de vous suggérer le prêt rebond, qui est vraiment dans cette optique permettre aux structures de pouvoir amorcer leur développement, de gérer le besoin de trésorerie qui peut y être lié. Mais peut-être que Madame Moulès a une vision différente. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? C'est toujours un peu inquiétant parce que de deux choses l'une, soit on a été très clair, soit on n'a pas du tout été clair. Et c'est il y a pas beaucoup de questions. C'est là où ouais. Ou alors c'est je comprends aussi que les entrepreneurs, les dirigeants veulent pas forcément exposer leur situation, voilà, et préfèrent, je pense, avoir des échanges dans le cadre d'une instruction personnelle de dossier plutôt que d'échanger peut-être collectivement sur des critères d'éligibilité. C'est souvent ce qu'on constate. Vous pouvez, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si besoin, pour qu'on puisse voir quel est l'outil le plus adapté à vos situations, de quelle manière est-ce qu'on peut vous accompagner. Il y a quand même une palette assez large qui couvre la plupart des besoins, que ce soit de trésor, de développement, d'accompagnement. Donc voilà, je pense qu'on pourra trouver l'outil et la personne ressource pertinente pour vous accompagner, j'ai envie de dire de manière sur mesure par rapport à votre besoin. Alors, il y a une intervention de FX Signerin, donc je vous donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour Florence. Bonjour Madame Essamba. C'est juste une remarque. Bon, les prêts, les aides, ouais, c'est pas mal. Enfin, bon, ça peut sauver des gens, mais moi, la remarque que je ferais, c'est ce qui nous intéresse plus dans les entreprises, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et pour faire du chiffre d'affaires, il y a un moyen qui fonctionne très bien, c'est la commande publique. Alors, même si la région close ses marchés ou met des marchés réservés à l'insertion et au handicap, toutes les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies essentiellement, et même les communautés de communes, communautés urbaines, il y a quasiment jamais de clause sociale. Donc moi, l'idée que j'avais, comme la région est très dynamique là-dessus, et j'en ai parlé à Madame Pécresse, c'était quand mercredi, je crois. Lundi soir. Mardi soir. Lundi soir. Ce serait que la région signe des conventions avec les communes, en les aidant avec une incitation peut-être financière, pour que les communes mettent des clauses sociales ou en tout cas des aspects sociaux dans leurs appels d'offres. Je peux vous donner un exemple, pour ne pas le citer, à Sartrouville, qui est quand même bien connu.
il y a eu un marché de nettoyage de voirie qui est sorti sans clause sociale. Alors moi, je trouve ça vraiment bizarre, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on se dit qu'il faut aider l'ESS et le but du jeu, c'est de réduire le chômage quand même des personnes éloignées de l'emploi, qu'on ne mette pas de clause sociale, je pense que il y en a beaucoup qui n'ont rien compris, quoi. Et donc voilà, je pense que la région pourrait être moteur là-dessus. Et s'il y avait des conventions, il y a même une autre idée qu'on pourrait faire. On pourrait très bien, nous, entreprises d'insertion ou entreprises adaptées, aller voir les communes en disant, ben voilà, la région développe un dispositif pour vous aider à écrire des clauses sociales, peut signer une convention avec vous, etc. François-Xavier, alors en fait, si Sandrine est connectée, je vais peut-être laisser Sandrine expliquer le rôle de Maximilien et le rôle de la Max qui un travail considérable en fait pour porter ce sujet des clauses sociales auprès des d'Île-de-France, et je pense qu'il faut aussi être attentif et respectueux vis-à-vis de tout le travail qui est fait en fait sur ces sujets par un grand nombre de partenaires. En ce qui concerne la région, votre proposition, on l'a entendue, vous l'avez exprimée à Madame Pécresse lundi soir, et si je vous dis pas de bêtises, je vous ai précisé hier soir par mail vers 2 ou 3 heures du matin que vous seriez reçu ce vendredi par le directeur des achats de la région en personne. Donc vraiment, votre proposition, elle est entendue, elle est dans les tuyaux pour essayer d'avoir un effet d'entraînement sur d'autres acheteurs publics au niveau de la région. Passer des conventions, alors il y a quand même une répartition des compétences institutionnelles entre les différentes collectivités qui fait que on conventionne pas comme ça entre les différentes collectivités, et que la région n'a pas elle exerce une partie des compétences qui sont les lycées, les transports, le développement économique. Voilà, elle n'est pas non plus compétente pour aller contraindre d'autres collectivités qui exercent d'autres compétences. Chacun rapporte à ses électeurs et à ses citoyens. Voilà. Ceci dit, bon, si la forme que vous suggérez, elle semble pas juridiquement tenable en l'état, le sujet que vous remontez, il est important, il est intéressant, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés sur ce sujet en Île-de-France et qui travaillent énormément sur ce sujet, même si peut-être vous êtes tombé sur, hélas, des marchés qui n'avaient pas de clause dans des collectivités, etc. Il y en a aussi quand même beaucoup qui sortent avec, donc on peut aussi regarder le verre à moitié plein. Et en ce qui concerne la région, vraiment, je vous renvoie à l'échange que vous allez avoir ce vendredi avec le directeur des achats de la région qui va vous répondre directement sur ces sujets. Mais vous avez absolument raison sur le fond. Ce qui peut aider les structures, c'est avant tout du chiffre d'affaires et de l'activité, et surtout les structures d'insertion qui ont quand même des modèles sociaux et des modèles dont l'impact repose bien sur l'activité. Donc vous avez absolument raison sur le fond. Votre point, il est entendu par l'exécutif de la région, il est retransmis, on va dire, à l'administration qui va voilà, on travaille et on va essayer d'avancer sur le sujet que vous mettez sur la table. Alors, je me permettrai de compléter. Je pense que Sandrine n'est pas là pour parler de la Max, mais je vais compléter très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. La CRES. Je suis là, mais tu peux. Je te laisse y aller. Ok. Bon, la CRES Île-de-France fait partie d'un groupement qui s'appelle la Max, la mission d'appui au développement des clauses sociales, qui est impulsée par le GP Maximilien, qui fait un gros travail, notamment pour développer les clauses sociales dans les marchés publics. Voilà, il y a plusieurs réseaux. Je vois, il y a Monsieur Vincent Muller qui est là aussi pour le graphie. Il y a plusieurs réseaux qui travaillent fortement sur ces questions. Alors effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous sommes en train de le développer. Nous sommes aussi en train de travailler sur des marchés spécialisés comme pour les Jeux Olympiques 2024. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et je sais pas, Sandrine, si tu veux compléter en 2 mots là-dessus. Non, je suis désolée, je viens d'arriver, j'ai pas entendu la question. Okay. Mais en tout cas, il y a 2 ateliers qui sont animés par les acteurs et les partenaires de la Max. Il y a un atelier pour les entreprises candidater au marché public cet après-midi, et un atelier pour les acheteurs publics dans 5 minutes pour indiquer, pour accompagner les acheteurs et expliquer
comment closer les marchés et quels sont les acteurs en Île-de-France, puisque effectivement le rôle de la MAC, c'est d'une part d'accompagner les acheteurs à mieux et à plus closer leur marché, mais aussi à faciliter le lien et à faire ce lien, de maximiser les liens, d'où notre nom, entre tous les acteurs et les experts du sujet, les réseaux régionaux, les acheteurs publics et les entreprises de l'ESS. Donc je vous invite à y participer. Voilà. Alors, juste pour conclure, il y avait une intervention de Anquetil. Je vais vous donner la parole. Ça va être très rapide parce que nous avons atteint le temps. Je vous laisse intervenir rapidement et ensuite nous allons conclure en 2 minutes. À vous la parole. Oui, bonjour, François Anquetil. Donc je travaille à la Solidéo autour de la charte emploi et développement du territoire. Je m'exprime en tant qu'acheteur et je voulais juste rebondir en fait sur le témoignage précédent. Qu'on peut en blocage institutionnel, notamment dans la stratégie achat, c'est aussi quand les maîtres d'ouvrage en fait passent par des assistants maîtrise d'ouvrage en fait pour rédiger les marchés. Ceux-ci sont pas toujours aguerris à la question de l'insertion et donc il faut vraiment que la stratégie achat d'insertion soit vraiment répercutée à tous les échelons juridiques et qu'une personne en fait soit un référent en fait porte cette ambition politique de l'acheteur, qu'il l'apporte auprès des directions juridiques, mais aussi pour pouvoir faire un bras de fer entre guillemets avec les assistants de maîtrise d'ouvrage qui eux rédigent les marchés et qui sont pas forcément au fait de la question de l'insertion. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci beaucoup. Donc voilà, on a fini cet atelier. Alors je te remercie particulièrement Éléonore Essomba et Florence Poulès pour votre intervention.